régie. Alors, peut-être, je ne sais pas si on voulait qu'on fasse une petite intro avant de mettre votre support, ou préférez le support en premier? On improvise, mais... Le support, dès que les gens auront le temps de scanner le QR code. Ouais, ok. Oui, voilà, juste ce que je voulais vous proposer, une petite introduction, peut-être vous présenter en introduction. Allons-y, très belle photo, j'aime bien. Je pense que c'est Midjourney qui a sponsorisé oui, j'aime beaucoup les visuels du... les retours d'Esprit Critique. Ah, merci beaucoup. Merci. Ah, très bien. Et alors peut-être justement, dites-nous un petit peu, vous, quel est votre parcours, qui êtes-vous, pourquoi parler aujourd'hui de méditation à l'école, peut-être avant de commencer votre présentation? Alors, je m'appelle Stéphanie Devancé, je suis professeure des écoles. Je suis depuis plusieurs années détachée dans un syndicat d'enseignants et je suis chargée des questions pédagogie à l'école. Et je vois qu'il y a une erreur sur mon nom de famille, c'est 2 S et un N, mais c'est pas grave, c'est un détail. Juste, ça m'a perturbée. L'orthographe ne compte pas tout à l'heure, je vous le rappelle. Non, j'ai pas dit que ça comptait pas, j'ai dit que c'était pas, qu'il y avait d'autres choses importantes. C'est pas tombé dans l'oreille d'un dyslexique voilà, sourd. Voilà, c'est ça. Alors, pourquoi je me suis intéressée à la question de la méditation à l'école? Parce que ça ne vous a pas échappé qu'on a traversé une crise sanitaire qui a eu un certain nombre de conséquences sur notre société en général et sur l'école en particulier. Et donc, depuis qu'on est sorti de cette crise, qu'on est en train d'en sortir, parce qu'on n'est pas complètement sorti, il y a une énorme préoccupation autour de la santé mentale des enfants et de leur bien-être à l'école. Préoccupation absolument légitime, qui n'est pas complètement nouvelle. Je ne dis pas qu'on ne s'en préoccupait pas du tout avant, mais on s'en préoccupe encore plus maintenant. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Ce qui est un petit peu plus problématique, c'est quand on préconise, pour répondre à ces enjeux légitimes et extrêmement importants, quand on s'appuie sur des choses éventuellement illusoires, éventuellement problématiques dans ce qu'elles peuvent insuffler à l'école, et éventuellement aussi, on détaillera, à la place de vrais moyens pour avoir des conditions réellement bonnes pour que nos enfants bénéficient d'une école où ils puissent être bien et dans de bonnes conditions pour apprendre et avoir une prévention de problématiques de santé mentale correcte. Étant entendu, bien entendu, clairement, que l'école n'est pas un lieu de soins, mais un lieu d'apprentissage. Alors, il doit y avoir des bonnes conditions pour apprendre, et donc on se préoccupe que les élèves soient dans ces bonnes conditions, mais l'école n'est pas un lieu où l'on soigne les enfants, ni leur psychisme, ni leur corps. Oui. On vérifie juste qu'ils soient dans de bonnes conditions, et s'il y a un problème, de les orienter si leurs parents ne l'ont pas déjà fait avant. Et Nathalie Trouillet, du coup ? Alors, moi, je suis, comme c'est marqué, spécialiste des gnoses. C'est un bien gros mot pour dire que je m'occupe sur un plan très intellectuel d'abord, et puis ensuite un peu les mains dans le cambouis, de tous les courants qui prétendent apprendre via une initiation des mystères sur l'origine de la vie et sur les fins dernières. De ce fait, je me suis retrouvé confronté en écrivant des choses tout à fait théoriques à des gens me disant ah ben moi j'ai vécu ça, etc. Et étant de confession catholique, beaucoup de gens dans l'Église catholique venant me dire ben moi j'ai été confronté à telle dérive sectaire à l'intérieur de l'Église. Je me suis retrouvé lanceuse d'alerte sans trop l'avoir cherché, et ça s'est étendu un petit peu puisque j'ai pas mal travaillé le bouddhisme, puisque j'ai croisé la route de victimes d'une secte bouddhique en particulier qui est au Cassé. Il va y avoir un procès en France, vous allez en entendre parler pas mal d'ici quelques mois. Il y a déjà eu un procès en Belgique il y a quelques temps. C'est une secte qui a été tout à fait reconnue par le Dalai Lama et par le bouddhisme tibétain, et dans laquelle il s'est passé des choses absolument atroces, pas très loin d'ici, dans le sud de la France. Excusez-moi, je suis du Nord, je suis de Lyon. À Castellane, donc plutôt près de, autour de la Méditerranée. Voilà. Ok, hyper intéressant. Donc, plus des perspectives assez différentes dans le rapport à cette question. Du coup, je vous en prie. Voilà, donc je vais faire un petit peu de contexte.
Alors, voilà ce qui se passait il y a quelques mois. On nous annonçait que Gaël Le Bohec, qui à l'époque était député de la majorité, dans l'ancienne législature, et qui portait un grand projet pour généraliser la pratique de la méditation de pleine conscience à l'école. Et nous disait ce député, c'est génial parce que la méditation pourrait réduire les inégalités à l'école. On a quand même il n'est pas complètement sûr de lui quand même, parce qu'il dit pourrait, il ne dit pas va réduire, mais on n'en est pas loin. Et c'est extrêmement intéressant. Hein. Moi, les inégalités à l'école, ça m'intéresse de les réduire, d'autant qu'on est les champions des inégalités à l'école en France. J'ai beaucoup travaillé en ZEP et auprès de publics d'élèves en difficulté ou en situation de handicap. Donc, c'est particulièrement intéressant. Alors, ce qui est super, c'est que la méditation, ça ne fait pas que ça. Ça promet aussi tout ça, et c'est non exhaustif. Et je ne me suis cantonnée qu'à ce qui concerne l'école. Parce que j'ai lu aussi récemment que ça pouvait éviter Alzheimer. Mais là, on n'est pas complètement dans l'école, sauf si on inclut les enseignants. Ça favorise les apprentissages, c'est bénéfique pour les enfants en difficulté, ça m'intéresse particulièrement, ça améliore le bien-être, ça tombe bien avec les préoccupations suite à la crise sanitaire, bien entendu ça améliore aussi la santé mentale, ça réduit le stress, ça stimule l'attention. L'attention à l'école, c'est quand même un Graal qu'on essaye de poursuivre avec nos élèves. Ça développe des relations harmonieuses, ça diminue le niveau d'anxiété, ça renforce la mémoire. Ça, c'est pareil, à l'école, c'est quand même drôlement intéressant. Ça diminue l'agitation psychique et émotionnelle. Ça, c'est super avec les élèves qui nous cassent un peu les bonbons et qui nous mettent la classe sans dessus-dessous quand ils ne sont pas contents ou pas suffisamment rassurés. Ça développe les compétences psychosociales, très importantes les compétences psychosociales, et là je ne me moque absolument pas, hein. Ça fait une vraie différence. Les élèves, les enfants qui ont un bon développement des compétences psychosociales parce qu'ils sont dans un milieu familial stable où on se préoccupe des émotions des uns et des autres et d'un certain équilibre, ils s'en sortent mieux dans la vie en général, à un niveau scolaire égal qu'un enfant qui vit dans un milieu beaucoup plus chaotique où on se préoccupe beaucoup moins de développer ses compétences psychosociales. Et le dernier que j'ai mis sur la liste, mais je vous rappelle qu'elle n'est pas exhaustive, ça améliore le climat scolaire, donc c'est génial, moins de violence à l'école, moins de conflits, etc. Alors j'ai pas vu le film, j'ai vu juste la bande-annonce du Happy, la méditation à l'école. Enfin, tout ça donne extrêmement envie, effectivement, de suivre Gaël Le Bohec et de se mettre immédiatement à faire méditer nos élèves, parce que si la méditation apporte réellement tous ces bienfaits-là, allons-y, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Alors, j'attire quand même votre attention, mais vous n'êtes pas dès la pro de 6 semaines, sinon vous ne seriez pas ici. C'est que quand on nous présente un contenu, un produit, une pratique avec une telle liste, normalement, il y a quelques warnings qui doivent s'allumer. C'est assez peu crédible quand même. Mais bon, admettons. Hein. Admettons. Bénéfice du doute. Voilà, suspendons notre jugement. Exactement. Alors, ça rigole pas, parce que là, ce que je vous montre, c'est un parcours magistère. Alors, qu'est-ce que c'est que magistère pour ceux qui ne sont pas enseignants ? En gros, c'est le MOOC des profs. C'est l'endroit où on peut aller se former en formation continue. Et donc, en novembre 2022, sur la plateforme Magistère, nous avions un MOOC s'initier à la méditation de pleine conscience et, pratique laïque. Alors ça, moi, je mettrai un deuxième warning. Il est moins fréquent, mais quand on vous présente une pratique et qu'on vous précise qu'elle est laïque, ça doit allumer un deuxième warning. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas laïque, mais si on vous le précise, c'est qu'elle pourrait ne pas l'être, ou qu'intrinsèquement, ou que dans l'inconscient collectif, ou que dans les faits, elle ne l'est peut-être pas. Donc ça doit particulièrement alerter.
Et la diapo suivante, c'est un extrait. Alors voilà, c'est pour essayer d'être concrète. C'est un extrait d'un film qui s'appelle, d'un documentaire qui s'appelle Le Cercle des petits philosophes, où on va voir un certain Frédéric Lenoir, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est à la tête d'une des plus grosses associations qui fait faire de la méditation aux enfants à l'école, et qui va nous montrer, ça dure que quelques minutes, des enfants en train de méditer. Je suppose que c'est en régie que ça se lance, le film. Ok. Voilà. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même dans un... Alors, vous c'est monté, hein, on est quand même dans un documentaire fait par des gens convaincus pour convaincre. Et c'est ça qui nous montre. Alors, je vous demande de le garder, voilà, de le garder en tête, parce que ça donne quand même une idée de ce qui est promu, avec des choses qui peuvent être touchantes, intéressantes, et des choses peut-être qui peuvent être un peu déstabilisantes ou perturbantes, ou en tout cas poser question. On va essayer de garder un long temps pour les questions, hein, que vous ayez le temps de réagir. Et vous l'aurez compris, on ne va pas être purement, même si on va se poser cette question de la est-ce vraiment si efficace, on ne va pas être uniquement sur de l'argumentaire efficacité, mais vraiment sur de l'argumentaire sur est-ce que ça a sa place à l'école, est-ce que c'est pertinent de vouloir faire rentrer la méditation de pleine conscience dans l'école publique pour tous les enfants. Et même dans l'école pas publique d'ailleurs, la question se pose pas tout à fait dans les mêmes termes, mais pas loin. Donc la première question qu'on se pose évidemment, c'est est-ce vraiment si efficace, hein, vous vous souvenez de la liste des... Alors la liste des promesses tout à l'heure, il faut quand même être honnête, ce n'est pas la liste faite par les gens qui font des recherches sur la méditation de pleine conscience, c'est la liste faite par les gens qui veulent promouvoir, j'allais dire nous vendre. Pas que. Il y a ceux qui veulent nous vendre, mais il y a ceux qui veulent promouvoir sans forcément vendre. Il faut être honnête, ils n'ont pas forcément tous des intentions mercantiles directes. Indirectes, ça se discute. Donc, est-ce vraiment si efficace ? Donc, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas chercheuse, je me suis renseignée, mais je n'ai pas forcément... alors, normalement, il devait y avoir avec moi aujourd'hui, mais il a finalement renoncé. C'est extrêmement compliqué quand on est lanceur d'alerte sur certains sujets. Et il se trouve que cette personne est lanceur d'alerte, notamment sur l'anthroposophie, et que c'était pour lui... et je rappelle, je précise qu'il ne s'agit pas de Grégoire Perrague, il y en a d'autres. Et pour lui, c'était prématuré par rapport à des affaires qu'il a en cours d'être ici aujourd'hui et de dévoiler son visage et son identité. Il tient un blog qui s'appelle Freebinder, sur lequel il analyse de façon extrêmement précise toutes les... C'est son dada, toutes les études qui sortent, les publications qui sortent sur la méditation de pleine conscience. Il a un niveau d'expertise, de lecture des études assez fin. Il lit beaucoup mieux l'anglais que moi et il fait donc alors déjà, ses billets de blog sont assez exigeants à lire. Je ne vous raconte pas quand il faut lire les études directement. Donc je recommande vraiment à ceux qui se demandent est-ce vraiment efficace d'aller voir ce blog qui donc décortique les études, ça c'est extrêmement intéressant. Et il y a aussi toute une partie où il décortique qui finance ces études. Vous voyez à côté le graphique en vert qui est utilisé parfois comme argument d'autorité pour dire à quel point la méditation de pleine conscience et la mindfulness est importante en montrant le nombre d'études qu'il y a. Là, on est vraiment sur un argument, c'est même pas un argument d'autorité, c'est un argument de nombre. Oui, quand il y a beaucoup d'études, c'est parce qu'il y a beaucoup de financement de ces études. Et la hauteur du financement peut être parce que c'est quelque chose d'extrêmement pertinent, efficace et intéressant. Ça peut être aussi parce que des gens ont des intérêts philosophiques, des intérêts spirituels, des intérêts financiers à financer ces études. Donc il faut là aussi exercer son esprit critique, sans non plus forcément tomber dans le complot. Je juste un oui, bien sûr. interlude pour être sûr qu'on définit bien méditation pleine conscience, parce qu'il y a plein de formes de méditation différentes, et je ne suis pas sûr que tout le monde sache. Alors la méditation de pleine conscience, c'est la méditation qui se présente comme étant débarrassée de ses aspects spirituels et donc comme étant potentiellement laïque. Question que l'on va discuter juste après, plus précisément avec Natalia, qui est là précisément pour ce sujet-là. Non, mais c'est important parce qu'effectivement, après, il y a la méditation bouddhiste, il y a la méditation transcendantale, il y a plein de méditations. Et celle-ci est présentée comme étant débarrassée de ses aspects spirituels. Voilà. Mais bon, un jour, on parlera peut-être de la prière laïque aussi.
J'attire juste votre attention sur le blog. Il y a un des derniers articles qu'il a décortiqué qui compare la méditation de pleine conscience avec la pratique du tango, notamment en termes de stress. Et alors, ce qui est intéressant dans les études de méditation de pleine conscience, c'est que souvent la méthodologie n'est pas très rigoureuse, ce qui est souvent le cas dans ce genre d'études. Ce n'est pas spécifique à la méditation de pleine conscience. C'est très compliqué de déterminer les effets d'une pratique, surtout quand c'est pas, quand c'est pas mesurable directement. Quand on veut estimer le stress ou le malaise ou la dépression, etc., ça se mesure pas. Comme on pourrait mesurer le rythme cardiaque ou des choses comme ça, c'est difficilement objectivable. Et ensuite, énormément d'études comparent un groupe qui pratique la méditation de pleine conscience à un groupe qui ne fait rien de particulier. Et là, dans ces cas-là, évidemment, que quand on fait une activité qu'on pense bénéfique ou qui nous est agréable, il y a un effet qui pourrait s'apparenter à l'effet placebo des études médicales, qui fait que souvent le groupe qui fait la méditation de pleine conscience va mieux, est moins stressé, est moins déprimé, etc., que le groupe qui ne fait rien. Par contre, dès qu'on compare la méditation de pleine conscience à une autre activité, qui peut être aussi agréable et sympathique, là, le tango, eh bien, soit il n'y a plus de différence, soit parfois la différence peut être en faveur de l'autre activité, ce qui est le cas pour le tango, avec une hypothèse sur le fait que ce soit une activité physique est particulièrement pertinente pour aider à faire baisser le stress. Donc moi je lis cette étude-là et je propose de renommer la conférence « Faut-il généraliser le tango à l'école ?» Exactement ce que j'allais dire. Bon, boutade. Mais voilà, donc voilà où on en est. Donc, est-ce vraiment efficace ? Probablement un peu. Est-ce efficace pour soigner des gens ? Là, je ne suis pas soignante et donc je ne peux pas en répondre. Est-ce efficace à l'école ? Vu l'extrait de film qu'on a vu tout à l'heure et un certain nombre de témoignages d'enseignants qui ont testé dans les classes, j'ai beaucoup plus de doutes sur la pertinence pédagogique et sur l'efficacité. Il faut savoir aussi qu'énormément d'enseignants avec lesquels j'ai discuté de la pratique de la méditation à l'école me disent « j'ai lu quelque chose, j'ai fait un stage, j'ai entendu des choses intéressantes, je me suis un peu formée ou j'ai un peu lu, je l'ai fait pendant 1 an et je dis « et après, je ne l'ai pas refait ». C'était bien. Souvent, ils me disent que c'était bien, que ça leur a plu, mais quelque chose de réellement très efficace, qui fait réellement une grosse différence. Je peux vous garantir que quand un enseignant tient un truc qui répond à toute la liste qu'il y avait tout à l'heure, il n'arrête pas l'année suivante. Après, ce sont les gens que je connais, donc on ne peut pas généraliser. J'ai ma bulle de filtre et j'ai aussi mes biais. Vous avez bien compris que la méditation, à l'école, ça ne me parlait pas particulièrement. Donc, écoutez-moi aussi en gardant votre esprit critique aiguisé. Je ne suis pas du tout neutre dans ma présentation des choses. Je suis une militante syndicale, je vous le rappelle. C'est bien de le rappeler. Voilà. Question suivante. Et là, je vais passer la parole à Natalia, qui va être beaucoup plus pertinente que moi sur ce sujet. Alors, est-on sûr que ce soit laïque ? La réponse courte, c'est non. La réponse un petit peu plus développée, est-ce qu'on sait d'où vient la méditation de pleine conscience ? En fait, oui, elle est traçable assez facilement. Et ça remonte en fait au XIXe siècle. Dans le bouddhisme, en fait, le bouddhisme qui est une religion, il faut le dire parce que c'est quelque chose qui n'est pas évident pour tout le monde en Occident. C'est une religion avec un clergé, avec des divinités, avec un discours sur avant la mort et sur après la mort. Donc ça a tout d'une religion. On nous vend que c'est une spiritualité sans Dieu, que c'est une philosophie, etc. Mais c'est une religion. J'insiste lourdement. Et cette religion, donc, venue d'Extrême-Orient, elle dispense des moyens de salut pour ses adeptes, comme toutes les religions, comme la mienne, la catholique, etc., qui dit qu'il faut faire un certain nombre de choses pour aller au paradis. Bon, le bouddhisme, il fait pareil, il dit qu'il faut un certain nombre de choses pour avoir une meilleure vie postérieure, ou bien pour carrément ne plus avoir de vie après la mort, et donc atteindre le nirvana, ce qui signifie en fait l'anéantissement. C'est pas très joyeux comme religion. Et donc, parmi ces moyens, en fait, il y a le fait d'obtenir dans cette vie présente une réincarnation qui soit un peu meilleure
que celle qu'on a. Alors, une réincarnation un petit peu meilleure, pour moi qui suis une femme handicapée, je peux espérer, par exemple, me réincarner en homme valide. Je ne fais que citer les textes. Hein. Non, mais can't wait. Voilà. Et puis alors vraiment, le top du top, ce serait que je me réincarne en moine. Non, je dis ça, c'est important pour notre propos, parce qu'en fait, la méditation, c'est une des 37 techniques. C'est pas du tout la seule, c'est assez marginal en fait, que le bouddhisme vipassana propose pour atteindre l'illumination et donc l'arrêt du karma, et que l'on puisse voilà, arrêter de se réincarner, arrêter ce cycle éternel de souffrance qu'est la vie, etc. etc. Donc, être moine, ça veut dire pouvoir pratiquer entre autres la méditation. Et pour devenir moine dans une vie postérieure, eh bien, je ne vais pas déjà, dès cette vie-là, pratiquer la méditation et les 36 autres moyens. Je vais simplement faire des dons aux moines actuels. Je vais leur donner de l'argent, je vais leur donner à manger, je vais les chouchouter, etc. Enfin, c'est une religion aussi très cléricale. Je suis pas neutre non plus. Hein. Vous avez compris que je parlais depuis une autre religion. Mais enfin, voilà, vous avez votre esprit critique, vous pourrez recouper ce que je dis, etc. Donc, si vous voulez, l'idée que des laïcs puissent méditer, c'est un truc, avant le 19e siècle, vous dites ça à un moine, il vous regarde et il dit « mais ça va pas la tête ?» Et puis, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe la colonisation anglaise. En 1885, les Anglais donc conquièrent une bonne partie du sud-est asiatique et ils établissent différents régimes politiques. Alors en Inde, il y a un gouvernorat. Et puis en Birmanie, eh bien, il n'y a pas d'échelon local, en fait. Ils déposent le roi. Et c'est la reine d'Angleterre directement qui gouverne. Sauf que le roi, si vous voulez, en Birmanie, il avait un rôle dans le bouddhisme traditionnel qui était un rôle extrêmement important. Il devait être le garant de la bonne pratique du bouddhisme pour retarder au maximum l'effondrement de la pratique bouddhique qui arriverait à la fin du cycle. Enfin bon, c'est un petit peu c'est un petit peu complexe, mais il était une espèce de garant de l'équilibre du monde. Or, ça s'écroule. Et on ne peut pas demander à la reine d'Angleterre, chef de l'église anglicane, qui envoie des missionnaires chrétiens sur la terre birmane, de remplir ce rôle. Donc, qu'est-ce qui se passe, si vous voulez ? C'est le mouvement nationaliste birman va du coup essayer de pallier cette défaillance de la religion bouddhiste birmane à ce moment-là, et va donc propager la pratique bouddhiste à tout le monde de façon à ce que le pays se ligue autour de la pratique du bouddhisme. Et cette fois-ci, on demande à tout le monde de pratiquer ce que les moines pratiquent. Et c'est ainsi que la méditation de pleine conscience devient finalement quelque chose de pratiqué par tout le monde. Et c'est comme ça que ça va partir de la Birmanie. Et puis ensuite, ça va être récupéré par des gens très intéressés par l'Orient et parce que voilà. Et du coup, j'en profite de l'interruption. Oui. La régie, on a la vidéo qui ne devrait pas jouer normalement. Voilà. Et donc, voilà, je termine juste. Et donc, les gens très intéressés par l'Orient à la fin du 19e siècle, ce sont qui ? Ce sont eh bien, les théosophes, tous les gens qui vont ramener après le New Age en Occident. Et c'est comme ça que la méditation de pleine conscience va arriver petit à petit jusque dans nos écoles à travers un prisme qui n'est pas du tout laïque et qui est très New Age. Voilà, j'ai lâché le mot. Ah là, on fait le lien avec hier, il y a des conférences au New Age aussi. Voilà. Et donc là, je sors le petit joker. Voilà. Quand on vous dit c'est laïque, posez-vous la question. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas du tout de dire que la méditation qui arrive jusqu'à l'école via les enseignants ou via des intervenants est forcément gangrénée et un véhicule de croyance. J'ose espérer que
ça n'existe quasiment pas ou très très à la marge. Mais la question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que cette activité n'est pas intrinsèquement, à minima, une activité de type spirituel, et dans ce cas, est-ce laïque et est-ce que ça a la place à l'école, et éventuellement même religieuse. Et en tout cas, dans les financeurs de la mindfulness, on retrouve le Mind and Life Institute, qui est financé notamment, mais vous trouverez tous les détails sur le site de Freebinder, notamment par le Dalai Lama, notamment par aussi Light-Right américaine. Et tout cela n'est pas, sans sombrer dans le complotisme, tout cela n'est pas un hasard. Hein. Donc, et il y a bien des vues et des motifs financiers, hein, faire méditer les gens, leur proposer des stages, des applications, des livres, des méthodes, ça peut rapporter de l'argent. Et il y a aussi éventuellement des objectifs de spiritualisation de type bouddhiste de notre société, ce qui ne veut pas dire forcément que ce soit un mal. Hein, c'est un adulte éclairé, consentant, qui a envie de toucher à ces pratiques, à cette spiritualité, que ça intéresse, qui y va tranquillement, qui trouve un groupe qui n'est pas sectaire, fermé et perché, et qui trouve son compte, il n'y a aucun souci. Faire rentrer ça à l'école comme étant quelque chose de banal et comme étant éventuellement une première marche et un premier pas vers quelque chose de religieux, voire qui pourrait tourner à la dérive sectaire, ça me paraît à minima imprudent. Donc on en arrive à la dernière question, et puis après on va laisser du temps aux questions. Est-ce pertinent à l'école? Donc vous avez compris ma position. Je ne vais pas la redire, et si vous voulez que je la clarifie, on en parlera aux questions. Je vais vous donner la position de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui dit très clairement que par rapport au signalement qu'elle a eu, la méditation fait partie des portes d'entrée vers des dérives sectaires, qu'il est extrêmement difficile, et moi je rajouterais même impossible, en l'état actuel de l'institution, de vérifier que tout intervenant qui formerait des enseignants ou qui interviendrait directement auprès des élèves soit exempt de biais, d'emprise. On est quand même sur de la modification de l'état de conscience, hein, sur la méditation, et on est quand même sur des enfants et des enfants mineurs. Donc la conclusion de la Miviludes, c'est que ce n'est absolument pas raisonnable de faire rentrer ça auprès d'un jeune public, ni à l'école, ni d'ailleurs dans les lieux d'éducation populaire. Je le précise parce que c'est aussi malheureusement extrêmement présent de façon banale. C'est pour ça que je dis malheureusement. Nous avons aussi une note du Conseil scientifique de l'éducation nationale qui est assez récente, qui fait un état de l'art et qui conclut... Alors, je ne suis pas à 100% d'accord avec tout ce qui est dit dans la note. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle soit un petit peu plus punchy à mon goût, mais elle n'est pas du tout malhonnête. Hein. Voilà, elle est très intéressante à lire, je vous encourage à la lire. Et en gros, alors, tout le monde a retenu qu'il disait qu'il n'y avait pas lieu d'interdire la méditation de pleine conscience. Super, s'il n'y a pas lieu de l'interdire, c'est qu'elle est autorisée. Oui, c'est pas faux. Hein. Mais elle met deux conditions. Une stricte, qui serait de réserver la méditation de pleine conscience à l'école à des protocoles de recherche dûment suivis par des chercheurs. Alors ça, je trouve que c'est une excellente idée, parce que de fait, si ça répond tout ou partie à la liste qu'on a vue tout à l'heure, je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut tester, étudier et explorer. Why not? Et qui disait que si on pouvait être plus confiant, on pourrait autoriser les pratiques sous réserve de conformité des protocoles scientifiquement validés dans l'état actuel des connaissances. Là, ça me pose deux problèmes. C'est que, et j'ai malheureusement trouvé quelques cas très précis, il y a des gens qui interviennent, par exemple, dans les écoles sous couvert d'associations agréées et qui, par ailleurs, interviennent, par exemple, à l'Acropole, les mêmes personnes. La Nouvelle Acropole étant une organisation sectaire tout à fait identifiée. Hein. Et puis, moi, j'ai vraiment des gros doutes sur le fait que des protocoles scientifiquement validés, etc., garantissent le caractère de laïcité et donc le respect de la liberté de conscience des enfants dans un cadre scolaire, ce qui me paraît hautement important. Je termine avec deux conseils de lecture. Et après, on laissera la place aux questions.
Le premier livre, c'est le seul livre que j'ai trouvé qui traite spécifiquement de la méditation de pleine conscience. Je le trouve extrêmement intéressant, extrêmement documenté, mais il est écrit par une personne qui est sinophile. Voilà, j'avais peur de me tromper. Sinophile. Donc, elle a toutes les bonnes raisons de critiquer le Dalai Lama, le Tibet, etc. Et d'ailleurs, elle ne s'en prive pas. La fin est un peu hardcore sur ce point-là. Mais néanmoins, énormément de choses sont compatibles et cohérentes avec notamment le deuxième ouvrage, qui pour le coup n'a pas ce défaut-là, qui s'appelle Apicratie et qui dépasse bien sûr la simple question de la méditation et qui regarde plus largement tout ce qui tourne autour de la psychologie positive et de notre société du bonheur, qui, je vous conseille de vous intéresser à cette question parce qu'on est tous concernés et l'école est particulièrement touchée par ces questions. Voilà. Merci et beaucoup à vos questions. Pour cette présentation exhaustive. Nathalie, je ne sais pas si tu avais une réaction. Oui, on peut applaudir. Et d'ailleurs, je demandais à la régie de remettre l'illustration basique, comme ça on peut réavoir le QR code. Et Nathalie, je ne sais pas si tu voulais réagir justement en mot de fin avant de prendre des questions. En mot de fin de cette intervention. Je crois que Stéphanie a dit énormément de choses. Simplement, sur ce qui est de l'infiltration en fait dans les écoles, on échange assez souvent avec Stéphanie et on en a des exemples extrêmement souvent. Encore au REC, il y a un papa qui est venu nous voir en nous expliquant que ça avait commencé par un cours de méditation pleine conscience et puis ça s'était terminé au bout de 2-3 heures de cours sur qu'est-ce que la loi de l'attraction. C'est de la dérive. Oui, mais en fait, dérive. Alors moi je suis pas syndicaliste, je suis pas prof. On va peut-être pas être d'accord, Stéphanie, mais moi j'ai l'impression qu'en fait, faute de s'attaquer véritablement à tous ces problèmes qui seraient réglés par des espèces de baguettes magiques, des baguettes magiques on en trouve un petit peu tout le temps comme ça. En ce moment, c'est la méditation de pleine conscience. Ça a pu être. Moi, je me souviens, mes enfants ont été scolarisés au moment où il y avait l'anglais à l'école. On embauchait, mais j'allais dire n'importe qui, parce qu'il fallait trouver des profs d'anglais pour les maternelles. Personne qui ne sait pas l'anglais. On embauchait des étudiants, etc. Mais on ne savait pas du tout qui c'était, en fait. Et on confiait nos enfants vraiment à n'importe qui. Alors, bon... Quand c'est de l'anglais, à la limite, on fait gaffe, on peut peut-être passer un coup de fil. Est-ce qu'il a jamais violé personne? Bon, ok, cool. Voilà. Mais quand en plus, non, mais je sais pas. Enfin, vous voyez, déjà, c'est un peu flippant. Mais quand en plus, il s'agit du cerveau, de l'esprit des enfants, faut faire attention, quoi. Justement, donc j'en profite encore une fois. Donc on va prendre des questions. N'hésitez pas à utiliser le QR code, comme ça, encore une fois, on peut voter sur les questions et ça permet d'avoir un processus un peu plus démocratique. Je lance sur une première question qui a été votée, puis après j'en prends d'autres dans la salle. Une question qui est les associations qui interviennent dans le milieu scolaire, elles ont des agréments. N'est-ce pas suffisant pour s'assurer de la qualité des intervenants? J'ai ma petite idée, mais allez-y. Oui, alors il se trouve que je siège à la commission qui donne les agréments éducation nationale. Donc je ne suis pas particulièrement bien placée pour le savoir. Et que j'ai voté pour, il y a 5 ans, l'agrément de la principale association dont on a vu un morceau de film, qui est l'association de Frédéric Lenoir. Il se trouve qu'il y a 5 ans, je n'étais pas du tout sensibilisée à la question. Et que quand on a vu le dossier de cette association arriver, qu'il a été étudié, etc. Alors, il y a un volet méditation, il y a un volet philosophie. La philosophie à l'école, c'est particulièrement pertinent pour apprendre à penser, à argumenter, etc. Et qu'il y a 5 ans, sans aucune hésitation, j'ai voté pour cet agrément et tous les gens de la commission avec moi. Je ne vous cache pas que là, ils sont en train de demander leur renouvellement, qu'on se pose beaucoup plus de questions parce que le contexte a changé et qu'entre-temps, on est plusieurs dans la commission à avoir des informations différentes. Et notamment, je vous dis, pour avoir creusé la question, découvrir un certain nombre d'intervenants qu'ils ont formés, qui donc vont dans les écoles en disant « on a été formés par cette association qui est agréée Éducation nationale » et qui me paraissent douteux. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans une école alors qu'il est par ailleurs sylvothérapeute, alors c'est bien d'être sylvothérapeute, j'ai rien contre, mais je me demande si cette personne est vraiment apte à faire méditer les enfants dans des conditions de sécurité, voilà, il y a un principe de précaution quand même avec les enfants qu'on peut pas. Ou quand je vous dis que j'ai trouvé donc deux intervenantes qui interviennent par ailleurs aussi à la Nouvelle Acropole. Alors je ne sais pas si elles savent elles-mêmes exactement ce qui se cache derrière la Nouvelle Acropole, si elles sont tenantes, si elles sont passées
de l'association qui les a formés pour l'éducation nationale à la Nouvelle Acropole par hasard, ou si elles ont fait le chemin inverse. Mais il n'empêche qu'on a du coup au moins 2 intervenantes qui circulent dans les écoles et qui interviennent en commun dans une organisation sectaire et en commun dans des écoles. Ça pose, ça pose de vraies questions. Alors il faut bien savoir que l'agrément éducation nationale est un cran de garantie au-dessus, mais n'est jamais une garantie absolue, et qu'il y a plein d'associations qui n'ont pas d'agrément éducation nationale parce qu'elles sont petites, parce qu'elles débutent, parce qu'elles ne sont pas connues, et qui sont excellentes. Donc, de toute façon, les unes et les autres peuvent intervenir dans les écoles sous responsabilité de l'enseignant et du chef d'établissement. Bonjour, donc pour contexte, je suis enseignante dans le second degré et je n'ai jamais pratiqué la méditation en classe, voilà, pour situer. Simplement, moi, dans mes questionnements de mettre les élèves au travail et aussi apporter du calme en classe, parce que je travaille dans des milieux avec de la mixité sociale et un IPS négatif, si vous connaissez les derniers documents qui sont sortis par l'Éducation nationale. En fait, moi, quand j'avais croisé des informations, notamment en sciences cognitives, le principe de retour au calme après les 2 récréations et le temps du midi, que j'avais croisé avec la cohérence cardiaque, le principe purement et simplement de respiration, donc inspirer, pause, expirer, pause, et associer cela à quelques étirements, peut-être une visualisation, par exemple visualiser une couleur, imagine la couleur jaune, rouge et verte. En toute naïveté, j'y associais, pour moi ça, c'était labellisé méditation, et je n'y vois pas de déviance religieuse. Ceci étant dit, on parle d'un retour au calme qui ne dépasserait pas 5 minutes dans une entrée en classe ou dans un rituel d'entrée de classe. Du coup, j'aimerais bien avoir votre retour là-dessus pour que j'arrive à corriger justement la manière dont je l'envisage. Alors, le retour au calme, c'est pas nouveau. Moi, quand j'étais scolarisée, on faisait des choses qui s'appelaient la relaxation. On posait la tête sur les bras, on fermait les yeux. Bon. Donc, vraiment, là, aucun problème avec ça. Non seulement aucun problème, mais je pense que faire des pauses pour se reconcentrer, c'est... Voilà. Je ne vois pas en tout cas en quoi ça pourrait faire du mal. Après, par rapport à ce que vous venez de dire, 2 choses. La cohérence cardiaque, j'ai essayé de me renseigner dessus. J'ai même été sollicitée par la FIS pour écrire quelque chose dans leur revue et j'ai décliné parce que je n'ai pas trouvé suffisamment d'informations et je ne me sens pas suffisamment compétente sur le sujet. Mais il semblerait quand même que ce ne soit pas aussi anodin qu'on pourrait le croire. Donc, juste dire aux élèves de respirer à fond et de bien... Voilà. Mais donner un rythme précis à une respiration pour des enfants, c'est pas aussi anodin que ça, notamment pour des enfants qui pourraient avoir des problèmes de santé. Alors, je ne suis pas médecin, mais bon, j'ai cru comprendre. Il y a des gens qui disent que ça pose aucun problème. Il y a des gens qui disent que ça pose des problèmes. Bon, moi, je pense que sans avis médical, quand on n'est pas de milieu soignant, il vaut mieux éviter de toucher à ça. Et puis après, tout ce que vous venez de dire, à part la cohérence cardiaque que je mets de côté, parce que là, je ne maîtrise pas et que je ne suis pas 100% sûre que ce soit bon, pourquoi pas, mais aucune raison de l'appeler méditation, en fait. Si on dit temps de pause, temps de calme, respiration, temps de reconcentration, enfin, reconcentration, c'est peut-être pas terrible comme nom. Si on a des petits, on peut essayer de trouver même un nom rigolo avec les élèves de la classe de comment on appelle ce moment-là. Moi, ce qui me pose problème aussi, c'est parce que je pense qu'il y a plein d'enseignants qui font un truc qu'ils appellent méditation et qui n'est pas vraiment de la méditation parce qu'ils ont pioché de droite à droite à gauche et ils font en fait un retour au calme. Ne l'appelons pas méditation. D'abord, c'est pas vraiment de la méditation. Et puis, ça évite d'induire quelque chose qui a une autre connotation. Je vous dis, ça viendrait à l'idée de personne si on récitait un truc tous les matins à l'école, par exemple, de l'appeler la prière laïque ou la prière de l'école. Pourquoi dire le mot méditation ? C'est de la relaxation, c'est de la respiration. Alors, pas de souci. J'en profite juste pour reposer une question qui a été très votée sur Slido. C'est est-ce que, et je pense que la réponse rapide sera très, très bonne, c'est est-ce qu'un enseignant doit signifier aux parents lorsqu'il démarre une pratique comme ça dans sa classe ? Moi, je crois que oui. Enfin, ça fait partie des choses... moi, j'ai été confronté à ça en cours de gym. J'ai appris incidemment, en fait. Ma fille me revenait en disant on fait de la méditation, ça me saoule. Je suis heureuse de l'apprendre, ma chérie. Bien la peine de la mettre dans un collège catho. Bref, vive la laïque.
Mais du coup, oui, effectivement, parce que... mais ça, c'est quelque chose, en fait, c'est tellement passé dans les esprits que finalement, la méditation, c'est quelque chose de laïque. Même si ça a un rapport lointain avec le bouddhisme, c'est une spiritualité laïque, qu'on ne voit pas pourquoi on préviendrait les parents, puisque de toute façon, tout ça, c'est juste des techniques, c'est même pas du spi, vous voyez, alors qu'en fait, c'en est. Enfin, je veux dire, à partir du moment où vous modifiez votre état de conscience, enfin, le poids des mots, enfin, ça veut dire quelque chose, modifier son état de conscience. Est-ce qu'on est à l'école pour ça ? Non, les parents ont le droit de le savoir. Donc effectivement, moi je dis oui, il faut prévenir les parents. Bien sûr qu'il faut prévenir les parents. Et il faut que les parents rouspètent. Dans l'absolu, il faut prévenir les parents de tout ce qu'on fait. C'est-à-dire que, alors évidemment, quand on fait des choses banales, on ne va pas prévenir les parents qu'on va apprendre à leurs enfants à lire, à écrire, à compter, etc. Parce que ça, les parents le savent. Mais à partir du moment où on a un projet particulier qui sort un peu de l'ordinaire, on n'a pas forcément à justifier pourquoi on le fait en tant qu'enseignant, mais on a à le présenter aux parents et à être capable de l'expliquer, à le justifier. Et bien entendu, tout parent qui se pose une question, qui est inquiet d'une pratique qui est faite en classe, doit immédiatement que ça lui semble... Il ne faut pas qu'il hésite, même si peut-être l'enseignant va lui dire « mais non, c'est complètement banal », mais l'enseignant doit pouvoir expliquer pourquoi il fait ça, en quoi ça a sa place à l'école, en quoi ça va servir à leur enfant. Et surtout, si un enfant vit mal quelque chose à l'école, quelle que soit la raison, ça peut être la relation avec l'enseignant, ça peut être la relation avec les camarades, ça peut être un contenu qui ne lui convient pas, il faut absolument que les parents le signalent de la manière la plus appropriée. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de partir bille en tête en pensant que l'enseignant fait des choses pour nuire aux enfants, mais voilà, il peut demander des explications, il n'y a aucun souci, il ne faut pas hésiter à le faire. Oui, c'est de multiples questions. Alors, en fait, moi, je suis psychologue, orthophoniste, docteur en psychologie cognitive. Je suis formée au premier cycle de la méditation de pleine conscience MBCT1. On a déjà eu à interagir. J'ai participé, comme d'autres, à la note du CSEN. Donc, j'invite effectivement les gens à aller lire la note qui fait la synthèse de la littérature scientifique. J'ai pas été là au début, donc je suis désolée. Du coup, il y a certains points que j'ai pas pu voir. Je suis arrivée un peu avant que vous évoquiez la question de la laïcité. Et avec une réponse tranquille, clairement non. Et puis après, vous avez développé l'historique du bouddhisme et le fait que forcément, si ça vient du bouddhisme, vous voyez bien que forcément, en fait, clairement non, pardon. Mais oui, bien sûr, le bouddhisme est une religion, l'hindouisme aussi, enfin, toutes les religions sont des religions, le catholicisme aussi. La prière modifie l'état de conscience. Et il y a des écoles catholiques et on n'a pas encore noté qui est... Voilà. Bon, ceci étant noté, les protocoles qui sont étudiés au niveau international sont des protocoles laïcisés. Ça veut dire que quand même, j'attendais le moment où vous alliez définir ce que vous entendez par laïcité en fait. Donc si je ne comprends pas bien en quoi ce que vous avez dit indique que forcément ça va être religieux. Si ce n'est que vous pensez que ça l'est, donc ça l'est. Mais moi qui connais les protocoles, je vous assure qu'il n'y a pas d'éléments religieux dans les protocoles qu'on transmet. C'est aussi pour ça que le CSEN insiste. Et là où je vous rejoins, c'est qu'il y a des possibilités de dérive et qu'il faut être très vigilant à ce qu'on fait à l'école. Et que effectivement, c'est pas anodin, mais c'est valable aussi pour le mind mapping, pour les intelligences multiples, pour quantité d'autres propositions qui sont proposées aux élèves et pour lesquelles on ne s'interroge pas sur l'effet que ça va avoir. Donc il y a d'autres... Qu'il y ait une nécessité de vigilance, on est bien d'accord, mais qu'il y ait une nécessité d'explorer cette dimension-là aussi de manière cadrée, parce que qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas de manière cadrée? Ça vient quand même n'importe comment, c'est exactement le cas. C'est-à-dire, comme vous le dites, en fait, c'est un peu la mode, et comme c'est la mode, on fait tout et n'importe quoi, et ça vient quand même. Et donc, du coup, est-ce qu'il vaut mieux pas définir clairement ce à quoi on s'attend, regarder ce qu'il en est des protocoles qui sont vraiment laïcisés, et étudier ça et dire ça marche pas. Je n'ai pas d'a priori. Moi qui suis formée par rapport aux thérapies, il y a des contre-indications à la méditation, notamment dans la dépression. Donc, c'est pas la panacée. Il n'y a pas de panacée. Maintenant que ça puisse aider à focaliser son attention, réguler ses émotions, ça peut être étudié aussi. Et pourquoi et effectivement, c'est un marché potentiel chez les gens qui ne sont pas honnêtes, parce que normalement, quand on a appris à le faire, on ne paye plus pour le faire. On est soi, voilà. Donc,
c'est quelque chose qui me pose problème parce que je trouve que vous êtes rentré dans un biais de confirmation et on est quand même aux rencontres de l'esprit critique et vous avez d'entrée de jeu posé les choses en disant forcément c'est pas laïque. Or, si les protocoles laïcisés par définition le sont. Alors il faut revenir sur la définition de laïcisé. Alors vous avez dit un athée qui médite, c'est pas possible, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus, je l'ai noté. Sinon, faites un vœu parce que vous en avez une devant vous. Et je ne dois pas être la seule. Donc, si, vous avez dit quelque chose. Non, je vais laisser Nathalie répondre. J'ai juste bien annoncé mes biais. C'est pas vous, c'est madame. Oui. Je veux dire que j'ai bien annoncé mes biais. Hein, et j'ai bien dit que pour moi, ça n'était pas laïque. Je laisse Nathalie répondre, qui est beaucoup plus compétente que moi sur cette question. Je vais vous laisser répondre juste. Il faut aussi aller voir le site de Freebinder et la page de Franck Ramu qui répond à cette histoire de religion ou pas. Voilà. Alors, je n'ai pas dit qu'un athée ne pouvait pas méditer. Je parlais, quand vous êtes arrivé, visiblement, c'était au moment où j'étais en train de raconter comment ça s'est passé en Birmanie au XIXe siècle, et qu'à l'époque, il était effectivement impensable qu'un laïc s'adonne à la méditation. Voilà. Parce que c'était réservé aux moines. Voilà. Et j'expliquais que c'est quelque chose qui a changé. C'est tout. Je ne dis pas qu'aujourd'hui... Voilà. Mais vous me faites dire ce que je n'ai pas dit. Voilà. Ok. Il y a l'histoire et il y a aujourd'hui. Voilà. Donc, il est possible d'avoir une méditation laïque. En gros, c'est ça un peu la question. Voilà. Ensuite. Est-ce que c'est possible? Oui. Bien sûr. Oui. Ok. Sur. Donc c'est possible. Bien sûr. Bon, vous comparez avec la prière. Oui, d'accord. La comparaison, c'est vous qui la faites. Dans les écoles catholiques, les choses sont claires. Ce sont des écoles catholiques avec une proposition religieuse que les élèves peuvent suivre ou ne pas suivre. On ne les oblige pas. Là, dans les écoles laïques, ce n'est pas le cas. C'est une proposition qui n'est pas marquée comme religieuse. Et du coup, à partir du moment, si vous voulez, où on convoque l'intériorité de l'enfant, je pense que voilà. Vous n'étiez pas là au moment où. Non, on pourrait à la limite en discuter à l'extérieur. Je pense que visiblement c'est un débat assez actif. Mais il y a cette question de laïcité on a ou pas vu laïcité. Au début, malheureusement vous n'étiez pas là, mais donc, il est bien question de l'intériorité. Moi, ce que je comprends, si on résume, c'est que la pratique méditation laïque est possible. C'est possible, mais vous vous inquiétez des dérives à l'école. Voilà. Oui, puis rappelez aussi que c'est ce que j'ai dit au début, probablement avant que vous arriviez, c'est que l'école n'est pas un lieu de soins. On est à l'école pour apprendre. On doit favoriser à l'école les bonnes conditions d'apprentissage. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'à l'école, on ne se préoccupe pas du bien-être des enfants et de leur bonne santé mentale, mais ce n'est pas un lieu de soins. Et vous disiez tout à l'heure qu'il y a des contre-indications à la méditation. De fait, il y en a. À chaque fois que je vais à une formation, que j'assiste à une formation pour les enseignants ou pour les animateurs dans les écoles, les contre-indications ne sont pas données. Et quand on pose la question, soit l'intervenant dit qu'il n'y en a pas, soit il dit il y en a pour les adultes, mais pour les enfants, on ne les connaît pas. Dans nos classes, on a des enfants qui sont maltraités. On a 1 enfant sur 10 qui est victime d'inceste, d'après les derniers chiffres de la Civise. Moi, je me demande, vous avez vu tout à l'heure l'extrait du film, que fait ce temps de méditation, même si on dit à un enfant qu'il a le droit de ne pas y participer, vous imaginez si toute la classe y participe, qu'est-ce que ça peut faire à un enfant qui est victime de graves maltraitances, etc. Ce retour sur lui-même, cette intériorité, est-ce que ça a vraiment sa place à l'école? Est-ce que c'est vraiment raisonnable? Et si ça ne fait du mal qu'à 1 enfant sur 100, si ça ne met à mal qu'un enfant sur 100, il ne faut pas le faire à l'école. Après, que les parents, dans un cadre de soins, sur conseil du psy de leur enfant ou de leur médecin de famille, se disent que la méditation pour leur enfant est une bonne idée, eh ben, qu'ils y aillent, et il n'y a aucun souci, en vérifiant juste qu'il ne s'agit pas d'une dérive sectaire. Donc, merci.